Bonsoir François Bayrou, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Votre parole est attendue. Vous êtes un Premier ministre sans gouvernement, sans budget. Les Français qui vous regardent ce soir sont inquiets face à cette nouvelle instabilité politique. Votre prédécesseur a été censuré au bout de 3 mois. Vos débuts ont été critiqués. Nous allons pendant une trentaine de minutes ce soir tenter de comprendre quelle est votre méthode, quel est votre calendrier et quels sont vos objectifs. À mes côtés pour vous interroger ce soir, Nathalie Saint-Cric et Dominique Seux. Bonsoir, merci d'être à mes côtés. Tout d'abord, une première question sur Mayotte. Le président a annoncé une journée de deuil national. Avez-vous des informations sur le bilan humain ? Le bilan humain, alors, c'est à mes yeux, la plus grande catastrophe que notre pays ait connue depuis très longtemps, la seule à laquelle on puisse remonter qui soit plus grave, c'est l'éruption de la montagne Pelée en Martinique en 1902, donc il y a 122 ans, qui a fait 30 000 morts. Mais les dégâts étaient circonscrits, c'était sur une toute petite base. Là, l'île est entièrement dévastée. Les maisons sont, je ne sais pas, au moins 3 sur 4 ont vu leur toit souffler. Les menuiseries, les fenêtres, les portes, tout ça a été emporté. Les jardins, ce sont des villages donc, qui vivent beaucoup en mangeant les produits du jardin. Les jardins sont entièrement dévastés. Les congélateurs, comme ils n'ont pas eu d'électricité, toute la nourriture qui est à l'intérieur est avariée. Les dégâts matériels sont considérables sur les dégâts humains, sur le bilan humain. Est-ce que vous avez des informations ? Sur les dégâts, sur le bilan humain, aujourd'hui, ont été recensées 31 victimes. Mais la crainte de beaucoup, c'est qu'il y a sous les décombres des femmes et des hommes qui ont été pris. Ce sont les bidonvilles dans lesquels étaient des sans-domicile fixe, souvent en situation irrégulière et dans une tension très, très grande. Et tout cela, évidemment, fait craindre un bilan beaucoup plus grave et tout le monde tremble à l'idée du nombre réel de victimes, en espérant que ce qu'on a trouvé, ce soit déjà une partie importante. Le président a déclaré qu'on a été capable de rebâtir Notre-Dame en 5 ans. Ce serait quand même un drame qu'on n'arrive pas à rebâtir Mayotte. Quel engagement vous pouvez prendre ce soir en termes de calendrier, de moyens pour rebâtir Mayotte ? Moi, je pense qu'il faut se fixer un délai beaucoup plus bref que les 5 années. Je dis peut-être 2 ans. J'espère qu'on y arrivera. C'est une tâche surhumaine, immense. Il se trouve que j'ai demandé des précisions à des entreprises que je connais, des Pyrénées, qui ont une antenne à Mayotte. Et tout le monde dit que c'est très lourd, et très lourd en coût, en devis. Parce que pour remplacer un toit, vous pouvez difficilement remplacer un toit à moins de 60 000 ou 80 000 euros. Et comme il y a au moins 80 000 maisons atteintes, vous voyez la somme en milliards d'euros que cela représente. Mais vous débloquerez les fonds nécessaires, c'est ça qu'on comprend. L'État est présent et sera présent. Bon. Parlons de votre méthode. Vous disiez engagement, il y aura une loi spéciale qui sera présentée au Parlement, comme il y a eu une loi spéciale pour Notre-Dame, pour pouvoir accélérer les délais, simplifier. Grave difficulté, le nombre de maisons assurées est extrêmement faible. En tout cas, sur ce sujet-là, cet après-midi, vous avez eu un consensus avec les forces politiques. Oui. On va parler de votre méthode. Vous avez effectivement rencontré cet après-midi les chefs de parti. Vous n'avez pas de gouvernement pour l'instant. Toujours pas la garantie que vous pourrez... Ça va venir, j'espère. Vous pouvez nous le dire ? Moi, je pense que dans le week-end, il faut que le gouvernement soit présenté, en tout cas avant Noël. Noël, c'est mardi soir. Donc, ça veut dire que vous avez déjà avancé ? Oui. Bon. Donc, toujours pas la garantie, à moins que vous nous disiez le contraire ce soir, que vous ne pourrez pas éviter la censure. Vous proposez aux partis, hors LFI et hors RN, une offre publique de participation au gouvernement. Alors là, on a besoin d'explications. C'est très simple. Nous n'avons pas de budget. C'est la première fois depuis 65 ans.
Nous n'avons pour l'instant pas d'organisation de la majorité. Il y a eu une censure votée par des forces politiques totalement différentes et même antagonistes qui se combattent, mais qui ont voté ensemble pour abattre le gouvernement de Michel Barnier, sans faire attention aux dégâts que ça pourrait faire, que ça fait pour les familles et que ça fait pour les entreprises. Dans le budget, il y avait des mesures, par exemple l'extension du prêt à taux zéro. Ça, on va y venir. Par exemple, la question de l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire que chaque année, les seuils d'impôt sur le revenu sont remontés en fonction de l'inflation, et là, ils ne vont pas être remontés, c'est-à-dire que des dizaines de milliers ou centaines de milliers Je crois que de les gens qui vous regardent ont mesuré les conséquences de la censure. Ce qu'ils veulent savoir aujourd'hui, c'est comment vous allez vous y prendre. Ah ben, Donc, une offre publique de participation au gouvernement, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais citer Marine Tondelier, qui a le sens de la formule, qui a dit « La méthode est aussi claire qu'une notice Ikea ». C'est pas un compliment. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ben, c'est extrêmement simple. J'ai réuni les forces politiques hors Rassemblement national et LFI, qui, eux, avaient déclaré à l'avance que non seulement ils ne participeraient pas, mais qu'ils seraient de toute manière hostiles. Et donc, je ne voulais pas alourdir le débat. Non pas que je les exclue du champ politique national. Pour moi, je trouverai les moyens au moins de les informer, de partager des informations avec eux. Mais les autres forces politiques, depuis le Parti communiste jusqu'à la droite de gouvernement républicaine, je leur dis, nous ne pouvons pas nous en sortir si nous ne sommes pas ensemble. On voit la situation, on voit les conséquences de la division. L'obstacle est immense, j'ai dit un Himalaya, et c'est exactement ce que je pense. Tous les prévisionnistes, tout le monde dit « mais vous n'y arriverez pas ». Mais franchement, vous vous rendez compte? Et ils choisissent, ou plutôt, tout le monde spécule sur le chaos. C'est qui tout le monde? Tout le monde, les observateurs, les partis associés, ceux qui sont des savants sur la politique. Tout le monde dit « vous n'y arriverez pas ». Et vous dites « je vais y arriver ». Moi, je dis on doit essayer. Et je crois qu'on peut y arriver. Et je crois que le chemin existe. Alors, c'est peut-être un optimisme délirant. C'est peut-être quelqu'un qui ne voit pas la réalité. Mais je vous dis avec certitude, si on ne réussit pas dans cet essai, alors c'est la dernière station avant la falaise. Alors, c'est moi ou le chaos? Non, c'est pas moi ou le chaos, heureusement. C'est nous tous ensemble. J'espère qu'il y a des millions de ceux qui nous écoutent et qui nous écouteront, qui disent on ne va pas quand même laisser faire ça. La question, c'est comment? Nathalie Saint-Cric. Le Parti socialiste est sorti en disant on n'a pas trouvé de raison de ne pas censurer. Vous qui êtes un spécialiste de l'ultimatum, puisque vous en avez déjà fait avec le président de la République, vous en avez fait avec les autres partis en disant réponse demain, c'est à prendre ou à laisser. Qu'est-ce qui pourrait se passer cette nuit pour que par la magie de, je sais pas quoi, l'esprit de Noël, ils soient d'accord avec vous et qu'ils vous acceptent de ne pas vous censurer à minima? J'ai proposé une géographie de cette nouvelle organisation. J'ai dit, en fait, il y a 3 cercles. Il y a le cercle de ceux qui vont dire « nous souhaitons participer ». Et je souhaite qu'ils participent avec leur leader. Nous souhaitons participer. On rentre leur invoquer. Oui, nous souhaitons participer. Parce que je pense qu'il faut que tout le monde prenne ses responsabilités et que tous ceux qui participent ne restent pas en situation d'observateur. Je pense que ce que nous avons devant nous est tellement difficile qu'il faut qu'on s'associe. Il y a un deuxième cercle, et c'est peut-être cela qui est un peu nouveau, de gens qui disent « nous sommes dans l'opposition, mais nous acceptons de dialoguer ». Et accepter de dialoguer, ça veut dire nous ne renverserons pas le gouvernement. On ne peut pas dialoguer en situation de renverser le gouvernement. Ils sont où les socialistes dans vos cercles? Et pour cela, j'ai dit, moi, je n'utiliserai pas le 49.3, sauf s'il y a blocage absolu sur le budget. Parce que peut-être on peut expliquer ça à ceux qui nous écoutent, quand il y a blocage absolu sur le budget, alors il n'y a que 2 solutions pour que la France puisse vivre. Ou bien on fait un 49.3, ou bien on va plus loin, on fait des ordonnances. C'est-à-dire, c'est le gouvernement qui dit, vous n'êtes pas capable d'adopter un budget, c'est moi qui vais l'imposer. Je souhaite qu'on ait le plus de dialogue possible.
Et, et sur les autres textes, je n'utiliserai pas le 49.3, sauf catastrophe Ça énorme. suffit ce que vous leur avez prévu, parce que là, ils disent on censure. On n'a rien fait pour ne pas censurer. Donc, en gros, où sont les socialistes? Et quel est le miracle cette nuit pour qu'ils changent d'avis? Puisque c'est demain l'ultimatum. Je crois qu'ils ont une réflexion entre eux. Ils n'ont pas envie d'être assimilés. Ils n'ont pas envie qu'on dise ils ont changé de camp. Parce que, vous voyez bien les débats internes aux partis politiques et dans le rapport avec ceux qui les soutiennent. Mais je crois qu'ils ont envie de ne pas aller à la catastrophe. François Bayrou, et ne pas aller à la catastrophe, c'est exactement ça. Pendant un temps donné, accepter que le gouvernement vive et dialogue. Et vous avez eu le sentiment d'avancer cet après-midi. Oui. Vous avez eu le sentiment d'avancer. Oui, exactement. Donc c'est de la posture, en fait. Alors, vous avez... Non, vous comprenez. La politique, c'est suffisamment difficile pour ne pas faire porter les accusations sur tous les gens, y compris ceux avec qui vous pourriez nouer des rapports, je ne dis pas de partenariat, mais de quelque chose qui ressemble au partage des responsabilités. Vous avez ouvert une porte, notamment sur la question des retraites. Vous avez proposé de reprendre les discussions sans suspendre la réforme. Et sur ce point-là, Dominique Seux a des questions à vous poser. Oui, parce que Michel Barnier avait évoqué aussi l'idée de corriger la réforme. On sait que c'est un point central, notamment pour les socialistes. Jusqu'où vous allez-vous dans la remise en cause de cette réforme des retraites? Alors, comme vous l'avez très bien vu et très bien compris, et vous le dites vous-même, dans ce chaos-là, avec des forces politiques qui disent on abat le gouvernement. Alors vous abattez un gouvernement, deux gouvernements, et après, qu'est-ce que vous faites? On abat le gouvernement. Dans ce chaos-là, il y a une question qui a été lourdement combattue, inflammable et enflammée, c'est la question des retraites. Il se trouve que j'étais moi-même... Vous avez émis un certain nombre de réserves. Oui, que j'ai été moi-même intervenu, parce que j'avais trouvé que, pour la réforme des retraites, le débat aurait pu être porté au milieu des Français. Le débat aurait pu être porté dans les familles. Et vous vous souvenez vous-même très bien, parce que vous l'avez commenté très bien, j'avais fait une analyse, la première qui ait jamais été faite, du financement du système de retraite, dans laquelle je montrais que ce financement était pour le moins bancal, discutable. Donc votre proposition, en fait, c'est de proposer une conférence globale qui durerait jusqu'à l'automne. Au fond, d'abord, combien de temps vous proposez la discussion aux partenaires sociaux, peut-être aux partenaires politiques? Et est-ce qu'au fond, vous dites, eh bien, on peut aboutir à la fin à l'abrogation de la réforme? Non. Non. Je ne crois pas. Alors, quand on ouvre un débat, il faut l'ouvrir de bonne foi. Il faut dire, écoutez, on va se mettre autour de la table ce qui avait été, selon les Français, insuffisamment fait dans la période précédente. On va se mettre autour de la table qui? Le gouvernement, les forces qui sont au Parlement et les partenaires sociaux. Les syndicats, les représentants des entreprises, de toutes les sortes d'entreprises, mais le mouvement des entreprises. On va se mettre autour de la table. Pour discuter de quoi? Pour discuter de tous les sujets. Permettez-moi de finir. Améliorer la réforme ou vraiment la changer? Ce sont des choses différentes. On va laisser répondre François Bayrou. Je ne sais pas exactement la différence que vous voyez. Moi, j'ai parlé avec beaucoup de ceux qui participaient à la discussion sur les retraites. Et ils disaient tous, mais on a des possibilités d'avancer, seulement on n'a pas voulu les regarder. Moi, j'accepte de les regarder. J'accepte que chacun des syndicats mette sur la table ce qu'ils considèrent comme souhaitable, comme acceptable, des faits concrets. Par exemple, il est normal que ceux qui sont au marteau-piqueur, il y en a moins aujourd'hui qu'il n'y en avait autrefois, ils partent plus tôt. Il est normal que quand on a eu des carrières... C'est déjà le cas. Oui, mais chacun des intervenants met en valeur une ou deux ou trois difficultés sur la réforme des retraites. J'accepte qu'on rouvre tous les sujets.
Est-ce que quand vous dites « j'accepte qu'on rouvre tous les sujets », est-ce qu'il peut avoir, à la fin de cette conférence, une autre solution que les 64 ans? Oui, je crois. Oui. Oui, vous connaissez la question en posant la réponse. J'ai été un militant de la retraite à points. J'ai pensé, c'est d'ailleurs le cas pour les retraites de base du secteur privé, Agir Carco, comme on dit savamment, c'est-à-dire des retraites gérées par les partenaires sociaux et qui arrivent à équilibrer. Et donc, je pense que oui, on peut trouver une organisation différente. Mais il va aussi falloir se poser la question du financement. Croire qu'on peut en rester à la situation actuelle. La situation actuelle, c'est assez simple. 30% ou 25%, ça dépend comment on calcule, des retraites versées aujourd'hui en France seront payées par les enfants. Parce qu'on emprunte et c'est eux qui rembourseront. Les socialistes vous demandent... Arrêtons un quart de seconde à ce sujet. Moi, ça me fait honte. Qu'est-ce qui vous fait honte? Le fait qu'on ait accepté, on accepte de bon cœur, que ce soit les générations qui viennent, qui vont avoir à travailler beaucoup dans les années qui viennent, les plus jeunes, ceux qui ne travaillent pas encore, ceux qui sont des enfants aujourd'hui, c'est à eux qu'on va donner la charge. Excusez-moi, pour moi... On leur lègue aussi ce qu'est aujourd'hui la France, avec un patrimoine, avec des infrastructures. Oui, mais ça n'est pas du patrimoine et des infrastructures. Ce qui est patrimoine et infrastructures, c'est normal qu'on emprunte. Écoles, universités, hôpitaux. Mais ça, c'est pas ça, c'est les retraites. Tous les retraités... Alors, François Bayrou, les socialistes vous demandent un gel de la réforme. Vous dites non, on ne gèle pas. Je dis, on reprend, mais on ne suspend pas. Parce que quand on suspend, évidemment, on ne reprend jamais. Mais je vais plus loin. Dans la réforme, il y a des avantages, notamment pour les petites retraites, qui vont, là, toucher, pour une retraite autour de 1 000 euros, c'est pas beaucoup, hein, vont toucher 60 euros de plus. Vous suspendez aussi les avantages? On parle des retraites. Qui peut dire je suspends les avantages? Et donc je dis je reprends le chantier. C'est beaucoup parce que pour l'instant ça n'était pas proposé, c'était même refusé et c'était même des accusations réciproques. Vous considérez que c'est de nature au fond à faire revenir dans ce pacte que vous proposez désormais les socialistes? C'est une porte ouverte, une main tendue, chacun choisira son expression. Vous le faites sincèrement, c'est ça que vous voulez nous dire ce soir? Vous voyez que vous avez tout compris, Caroline. C'est un acte de bonne foi. C'est une porte ouverte de bonne foi. Où chacun qui s'intéresse au destin du pays peut retrouver une part de ce qu'il croit, si ce qu'il affirme est vrai. Parce que tout au long de cette période, on a entendu des gens très importants, éminents, dire « mais il existe une autre organisation, il existe une autre solution ». Et je dis « examinons-la, mais… » On va parler du budget, on va parler du budget. Mais à terme, si on ne trouve pas de solution en commun, si on trouve une solution en commun, c'est celle-là qui s'appliquera. Si on ne trouve pas de solution en commun, on en restera avec la loi d'aujourd'hui, ce qui veut dire que chacun est placé devant ses responsabilités. Chacun a ses lignes rouges. Il faut discuter aussi avec les LR. Est-ce qu'il y a une main tendue, une porte ouverte aussi au LR? D'ailleurs, pour commencer, est-ce que Bruno Retailleau restera dans ce gouvernement? Est-ce que vous le souhaitez? Oui. Oui. C'est bouclé, non? Oui, en tout cas, Vous le souhaitez? Dans la formation du gouvernement, je pense que M. Retailleau a montré ces dernières semaines et derniers mois qu'il avait trouvé des décisions et des orientations qui répondaient à une partie de ce que l'opinion demande. Moi qui ne suis pas aussi rapide que Caroline Roux, on avait cru comprendre que Michel Barnier avait fait un gouvernement centre-droit, avec la droite, et que vous feriez centre plutôt avec la gauche. Et là, finalement, on voit les Wauquiez qui exigent pour participer, qui reparle des dérives de l'assistanat, qui dit qu'il faut qu'il les dégage sur l'immigration. Bruno Retailleau reste. Si vous n'avez pas de poids lourd gauche en face, en fait, ça va être la même chose que Michel Barnier. Vous voyez, la présentation que vous venez de faire... C'est un peu rapide, oui. Nathalie Saint-Cricq, c'est pas qu'elle est rapide, c'est qu'elle est fausse. D'accord, très bien. Elle est fausse sur un point.
Je suis un homme, et peut-être même un responsable, du grand courant du centre français. Ça, je sais. Et vous vous dites, on va faire avec la droite et avec la gauche. Si c'est ça, je ne suis pas le centre. Alors, c'est plus... voilà, chacun va s'engager. Mon souhait à moi, c'est que nous ayons un soutien puissant de la droite républicaine et que nous ayons... Une participation, donc. Et que, oui, je le Laurent souhaite. Wauquiez veut rentrer au gouvernement. La réponse sera donnée, comme je l'ai dit, demain à la quelle heure mi-journée Mi-journée. par chacun. Et qu'il y ait un courant qui vient de la gauche démocratique et de gouvernement. Des gens qui ont par eux-mêmes une signification dans la sensibilité de la gauche démocratique française, de la social-démocratie, comme on dit. Je souhaite qu'ils soient là. Alors, évidemment, peut-être certains d'entre eux ont-ils envie et hésitent-ils. C'est possible. C'est possible. Je vois que vous dites même, oui, ouais. parce que vous êtes informé. Mais j'ouvre la porte. C'est dit. Et je serais heureux, moi, si on peut montrer que se conjuguent ces sensibilités différentes. Un mot sur le Avec budget. une condition, c'est qu'on traite des vrais sujets en se mettant d'accord sur les termes des vrais sujets. Le vrai sujet, et vous le savez bien, c'est le budget. Vous êtes d'accord avec ça? La loi spéciale a été votée, la France n'a toujours pas de budget. Vous l'avez rappelé, l'agence Moody's a encore dégradé notre note. Et les Français qui vous regardent ce soir ne savent toujours pas, en réalité, ce qui les attend en 2025. Est-ce que le budget Bayrou sera dans la continuité, dans les grands axes du budget Barnier? Par exemple, sur la répartition de l'effort, c'est-à-dire 2/3 d'économie, 1/3 d'augmentation des impôts et des recettes. Je discuterai de ça avec les groupes dès l'instant que le gouvernement sera nommé. Tout est ouvert. C'est ouvert à condition qu'on aille vers un plan de rééquilibrage de nos finances publiques. À quelle vitesse? Moi, j'avais dit 10 ans, dans des travaux précédents au plan, j'avais dit il faut viser de revenir à l'équilibre en 10 ans. Aujourd'hui, on est très très loin de l'équilibre, comme vous savez. 5% de produit intérieur brut de déficit en 2025, c'est ce qui avait été prévu par Michel Barnier. Vous êtes sur le 5% en 2025 ou pas? Je pense qu'on peut trouver un équilibre qui respecte le plan et qui, en même temps, soit acceptable ou supportable ou soutenable par... Ça peut monter à 6%? Non. Non, c'est entre les deux. Je ne souhaiterais pas ça. D'accord. Ça crée beaucoup d'inquiétudes, cette instabilité budgétaire. Vous êtes interpellé ce soir par Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT. Elle a une question à vous poser. Écoutez-la. Monsieur le Premier ministre, allez-vous enfin répondre aux urgences sociales? La CGT a recensé 300 000 plans de licenciement. Allez-vous mettre en place un moratoire sur les licenciements? Nos services publics craquent de toutes parts. Nos universités, nos hôpitaux, nos écoles, nos collectivités territoriales ont besoin d'urgence de moyens pour pouvoir fonctionner. Quels sont les choix que vous allez faire dans le budget 2025? L'important de sa question, quels sont les choix que vous allez faire dans le budget 2025? Sans entrer dans le détail, la philosophie générale. Commenter la question. Allez-y. La France est le pays le plus imposé d'Europe et du monde. Pas loin, Dominique Seux le confirmera. Le pays où les impôts et les prélèvements sont les plus lourds. Et Sophie Binet nous dit, mais enfin, ça ne va pas du tout. Regardez les hôpitaux, les écoles, les services sociaux, les retraites. Elle a tort? Alors ça veut dire une chose précise, c'est que ça n'est pas par l'impôt qu'on fait la bonne marche d'une société. Il faut des impôts et des contributions. Il faut que chacun aide à la solidarité. Même les plus riches? Bien sûr. Et bien plus que ce qui est prévu. Nous avons un modèle social, peut-être il faut le rappeler, qui est unique au monde. Il n'y a aucun autre pays qui a le même modèle. Les autres pays, c'est le modèle du chacun pour soi. On paie pour l'éducation des enfants, on paie pour s'assurer pour la santé. Vous savez bien, aux États-Unis, on vous demande la carte bleue quand vous arrivez à l'hôpital. On paie pour sa retraite par capitalisation. C'est le chacun pour soi. Nous avons un modèle unique au monde. C'est ce qu'elle défend dans sa question. Qui est le tous pour un. La solidarité nationale,
comme pour la retraite, c'est la même chose. C'est ceux qui travaillent qui paient pour ceux qui sont assurés. Et donc, je dis que le système est malade. Je suis pour notre modèle social. La question, c'est comment on le finance. Je me considère comme un des héritiers de ceux qui ont, avec le Conseil national de la Résistance... Pas d'impôt supplémentaire. Ceci est une autre question. Moi, je dis il faut préserver les entreprises. Donc tout le monde veut faire payer l'entreprise. Et faire payer l'entreprise, c'est le seul lieu où on crée de l'emploi et de la richesse. Alors, je sais bien que c'est tellement facile. Vous dites, vous allez mettre un impôt sur les entreprises. On dit généralement les grosses entreprises. Excusez-moi, les grosses entreprises, c'est le tissu économique de la France. Alors, qui va payer? Oui, il faut bien. Mais qui va payer? Je vais vous apporter exactement la réponse. Si nous avions le même taux d'emploi que l'Allemagne et la même productivité que nos voisins, progression de la productivité, c'est-à-dire si on produisait aussi bien que les autres, et il n'est pas possible que la France soit considérée comme incapable de faire ça, si on avait le même taux d'emploi et de productivité, on n'aurait pas de problème de financement de la retraite. Est-ce que ça veut dire que vous abandonnez ce qui avait été prévu par votre prédécesseur de surtaxer les grandes entreprises? J'ai décidé, nous allons reprendre avec chacun des groupes parlementaires pour poser la question du financement de notre action publique. On va prendre cette question au sérieux et j'espère, vous demandiez quand aurez-vous un budget. Oui. Moi, j'espère qu'on peut l'avoir à la mi-février. Et la justice fiscale, ça reste important pour vous. Je ne suis pas sûr d'y arriver. Mi-février, totalement bouclé. Il faudra bien que ça soit totalement bouclé. Ça veut dire, si je comprends bien, c'est que vous allez reprendre la copie de votre prédécesseur et l'adapter. Vous n'avez pas le temps d'ici mai-février de refaire la totalité. La copie qui a été votée. Au Parlement. Non, mais c'est une information importante. Question. Moi, j'ai pas compris, pardonnez-moi, Dominique Seux, il y a juste un élément que je n'ai pas compris, c'est est-ce que vous allez aussi dans la répartition de l'effort? Les Français qui vous regardent ce soir ont sans doute besoin d'avoir la réponse. Est-ce que ça va être des économies? On parlait des services publics. Est-ce qu'il faut dégager des économies? Où dégagerez-vous des économies? Vous avez réfléchi à ça depuis très longtemps. Oui. Vous êtes gentil de rappeler que, en effet, j'ai posé la question des déficits et de la dette dans la vie politique française depuis longtemps, depuis 2007. Parce que je voyais venir le mur. La falaise, comme vous dites. Personne ne la voyait. À l'époque, vous êtes des journalistes politiques très avertis. À l'époque, on me disait, mais enfin, M. Bayrou, vous n'allez pas faire une campagne présidentielle en posant la question de la dette. La dette, me disait-on, ça emmerde tout le monde, pardon d'utiliser l'expression que les gens utilisaient, et ça fait fuir les gens. Nous y sommes, nous sommes devant le mur. Donc des économies? Je pense qu'il faut faire des économies. Où ça? Vous le verrez. Mais vous avez une idée, vous n'attendez pas de négocier avec les autres. Voilà, mais si, j'attends de négocier, parce que peut-être... Vous voyez, cette phrase-là, on peut s'arrêter une seconde. La phrase de Nathalie Saint-Cric, mais vous avez des idées, vous n'attendez pas de négocier avec les autres. Cette phrase-là, c'est exactement la raison pour laquelle un certain nombre de gens ne croient plus au dialogue et à la négociation. Je suis prêt à examiner. Nous avons, j'en ai la certitude, à trouver une meilleure organisation de l'État central, des multiples organisations, milliers d'organisations qui ont été installées à chaque instant et qui coûtent très cher, les yeux de la tête. Mais il y a des gens qui y travaillent, donc il faut faire attention. C'est pourquoi je dis qu'il faut un plan pluriannuel. C'est parfaitement clair. Trois questions, allez, pour terminer cette interview. On a lu, ici ou là, dans la presse, que vous étiez imposé au président de la République. François Bayrou, est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé? Est-ce que vous êtes le Premier ministre de la 5e qui s'est imposé au chef de l'État? Il y a des gens qui adorent inventer
créer, faire se battre les On a montagnes. été abreuvé de récits, hein. C'est pas nous qui avons inventé Faire des se trucs. battre les montagnes. Non, mais j'ai pas dit que c'était vous. Hein. Non, pas moi personnellement, enfin. J'ai trop de respect pour vous, Donc, pour cela. Et donc, écoutez, vous êtes président de la République. Vous êtes devant une crise terrible qui est venue de l'extérieur. Une de l'intérieur, très importante, c'est les Gilets jaunes. Je considère que c'est la crise la plus révélatrice qu'on ait eue ces dernières décennies. Parce que la crise des Gilets jaunes, ça veut dire qu'il y a des gens dans la société, des gens en bas, comme ils disent, qui ont le sentiment, la certitude qu'on ne tient pas compte d'eux, qu'on ne les regarde pas. Et pour moi, s'il y a un but à atteindre, c'est le but de la réconciliation entre la base et le prétendu si ça marche sommet. Pas. Attendez. Non, mais parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est aussi Non, savoir mais l'idée. Mais vous pouvez répondre en même temps. Si ça marche pas, est-ce que vous ne lui aurez pas vendu à Emmanuel Macron à quelque chose de présomptueux, quelque chose... Je n'ai rien vendu à Emmanuel Macron. Même si c'est l'Himalaya. J'avais commencé une réponse qui disait, vous êtes président de la République, vous êtes devant cette multiplicité de crises, le Covid, la guerre en Ukraine, l'augmentation du prix de l'énergie. Oui. Nous allons payer l'énergie 20 fois plus cher que les États-Unis. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Je ne sais pas comment on arrive de ma question à cette réponse. Ben vous allez voir. Vous êtes président de la République, vous êtes devant une crise comme ça. Oui. Vous n'avez pas le droit de réfléchir à qui vous allez mettre à Matignon et d'hésiter entre plusieurs hypothèses? Donc il a hésité? C'est ça que vous êtes en train de me dire? Il a hésité. Et après tout, pourquoi aurait-il fait autrement? Et nous avons eu une discussion dans laquelle j'ai essayé de lui montrer que je pensais qu'il fallait faire différemment. Et c'est le choix qu'il a fait au terme de cette discussion. Donc ce soir, on n'est pas à la case départ. Vous considérez qu'il y a eu des avancées et que vous ne lui avez pas vendu quelque chose... Je suis certain. Vous êtes optimiste. Contrairement à ce que vous croyez, à ces avancées, intellectuellement ou par l'analyse, il participe. Une question sur Nicolas Sarkozy. Oui, Nicolas Sarkozy a considéré qu'il avait été victime d'un système en étant inéligible pendant un an, en étant condamné à 1 an de bracelet électronique, ce qui est quelque chose de difficile, qu'il n'a jamais vu pour un président de la République. Est-ce que vous considérez que la justice a fait son travail ou qu'elle est politisée, en gros que les magistrats sont de gauche et qu'ils se sont vengés? Je vais vous dire exactement ce que je pense. Dans la fonction de Premier ministre, je n'ai pas le droit de commenter les décisions de justice, comme vous savez. Mais si vous me demandez ce que j'ai ressenti, j'ai affronté Nicolas Sarkozy durement dans la vie. Et quand j'ai appris ce verdict, ça m'a fait peine. C'est-à-dire ça m'a fait peine pour lui, ça m'a fait peine pour les siens. Et je sais ce que c'est que de se trouver devant l'appareil de la justice. Et ce sentiment-là, je ne l'efface pas. Et donc vous comprenez ce recours devant la Cour européenne des droits de l'homme? Tous les recours sont légitimes, mais celui-là n'est pas suspensif. Donc... Je voudrais vous montrer une image pour terminer cette interview, une image de Gisèle Pelicot. Le verdict a été rendu, c'est la fin d'un procès qui marquera l'histoire dans les violences faites aux femmes. Elle s'est battue pour que la honte change de camp. Les peines vont de 3 à 20 ans. Qu'avez-vous envie de dire ce soir à Gisèle Pelicot? J'ai envie de lui dire qu'elle est très courageuse, tout le monde le lui dit, et c'est vrai. Elle a osé affronter le pire du pire, c'est-à-dire l'horreur absolue, dégueulasse, par l'homme dont elle partageait la vie, qui était l'homme de sa vie. On peut difficilement imaginer pire que ça, pire comme évocation de salissure et pire que trahison. Je ne sais pas quel mot on pourrait trouver. C'est quelque chose qui n'est envisageable par personne. Et vous lui dites merci, comme certains le lui ont dit. Olaf Scholz lui a dit merci pour ce qu'elle a fait, le courage qu'elle a eu. Je lui dis merci et je lui dis que j'ai été éperdu d'admiration devant cette incroyable audace d'accepter d'exposer le pire du pire pour les autres. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, d'être venu sur le plateau de l'événement pour cette toute première interview. Merci à tous les deux de m'avoir accompagné. Tout de suite, Prodige avec Faustine Bollard. Belle soirée sur France 2.